O povo unido jamais será vencido. 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 De pé cantar que vamos triunfar, avançam já bandeiras de unidade, já vão crescendo brados de vitória, e tu verás teu canto e bandeira florescer à luz. Des nouvelles manières de consommer, des nouvelles manières d'habiter, etc. Et tout à l'heure, j'ai vu que dans la salle, il y avait des salariés des Fralib, montrent qu'effectivement, il est peut-être en train de se construire d'autres rapports sociaux et d'autres rapports de production, et que, effectivement, le capitalisme, peut-être, s'il y a quelque chose qui bouscule actuellement, d'une certaine manière, c'est sûrement ce genre de choses. Nous serions peut-être, pour employer une formule d'un petit bouquin de Bénédicte Meunier qui parle de ce million de révolutions tranquilles qu'elle a identifié sur la planète, où il est en train peut-être d'émerger un monde nouveau dans le monde ancien. Et c'est peut-être de cela, d'une certaine manière, que le capitalisme serait en crise et serait d'une certaine manière menacé. La deuxième, il me reste 10 minutes, mais je viendrai. La deuxième raison, c'est la deuxième contradiction dans laquelle est pris le capitalisme. C'est quelque chose qu'au XIXe siècle, on ne pouvait pas anticiper, on avait du mal à anticiper, et vous n'en retrouverez pas, à ma connaissance, je pense, beaucoup de traces chez Marx. C'est cette fameuse contradiction entre, aujourd'hui, qui nous concerne beaucoup, qui est cette contradiction entre la production, l'économie et l'environnement, et les rapports environnementaux et les rapports écologiques. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, dans son expansion, le capitalisme va se retrouver, ou se retrouve déjà, dans des limites très contraintes qui sont celles de l'espace planétaire, et que là, les limites de l'accumulation et du profit risquent de se trouver réduites par ce type de réalité. Voilà, encore que, et je mets toujours des bémols à ce que je dis, encore que le capitalisme est capable, d'une certaine manière, à certains moments, de se nourrir de ce qui le contredit, et en particulier de trouver des matières d'enrichissement sur des processus de travail de type écologique. Donc on en trouverait de mains exemples là-dessus, de cette capacité à finalement laver plus blanc que blanc, hein, et être plus écologique que le meilleur des écologistes, tout en faisant du profit. Donc on pourrait discuter de ce genre de choses, mais je ne suis peut-être pas suffisamment compétent. La troisième contradiction, peut-être dans laquelle se trouve pris le capitalisme, c'est la contradiction peut-être de base sur laquelle il faut revenir, c'est-à-dire cette fameuse contradiction entre le capital d'un côté et le travail. C'est-à-dire que même si au niveau planétaire les convergences sont difficiles, les coordinations, les actions de masse, il émerge sur la planète et en mains endroits des mouvements populaires, des mouvements de masse, des mouvements d'action sociale, de revendication, de lutte, très divers, qu'on n'avait pas forcément imaginé. Le schéma qu'on imaginait au 20e siècle, c'est le mouvement ouvrier, le mouvement dans le cadre du capitalisme industriel, le mouvement ouvrier, les travailleurs, les luttes menées par des avant-gardes, des syndicats ouvriers, etc. Maintenant, il y a des formes nouvelles, mais on pourrait faire l'inventaire sur quasi-totalité des pays du monde, y compris dans les pays les plus contraints comme la Chine, des mouvements, je dirais, de mobilisation qui prennent des formes diverses, que ce soit l'intermondialisme avec ses formes de lutte, que ce soit l'occupation de Wall Street, que ce soit l'occupation des places, comme ça a eu lieu en Turquie et ailleurs, d'une certaine manière les révolutions arabes, même s'il faudrait les interpréter sans doute d'une manière assez différente. Donc des mouvements comme les indignés, et puis des mouvements, on en parlera tout à l'heure, comme Syriza en Grèce, etc. Donc la contradiction peut-être qui me minerait le plus, c'est qu'à terme le chômage ou la crise se retourne d'une manière évidemment violente dans un phénomène de conscientisation fort et de convergence de combat et de lutte contre le capitalisme. Donc peut-être nous serions, au regard de ce que je viens un peu de dire, dans cette vision ou cette définition, si on veut parler de crise, qui est celle peut-être un peu de Gramsci, dont j'aime bien la formule, je sais qu'elle est beaucoup utilisée, c'est Gramsci qui dit
et c'est peut-être dans cette situation que nous sommes. La crise, c'est ce moment où l'ancien refuse de mourir et où le nouveau peine à naître, et il nous dit, dans cet interrègne, nous pouvons connaître, on peut s'attendre aux phénomènes les plus morbides. Et peut-être c'est dans cette période que nous sommes, dans cette période d'interrègne, entre un monde ancien qui est peut-être en train de finir, et un monde nouveau qui a peut-être de la difficulté à s'organiser, et je donnerai tout à l'heure quelques pistes, de la difficulté à s'organiser, et nous connaissons des phénomènes morbides, évidemment. Alors on peut penser évidemment au racisme, à la xénophobie, au terrorisme, au radicalisme et au fanatisme religieux, etc., etc. Donc nous serions, si on veut parler de crise, peut-être dans cette période. Alors pour terminer, comment aller de l'avant et s'émanciper de ce qui, d'une certaine manière, nous contraint, nous détermine. Je donne simplement quelques pistes pour ne pas être trop long et pour évidemment ensuite qu'on puisse s'ouvrir entre nous avec vous la discussion. La première, c'est la première piste, c'est la connaissance critique partagée, c'est-à-dire c'est la réflexion critique sur ce qui se passe minutieusement, sans nous laisser embarquer par des langages qui sont souvent des mots valises, y compris le terme de crise, sans nous laisser embarquer idéologiquement par des mots qui sont récupérés par ceux qui nous contraignent. Donc la réflexion critique et la critique d'une certaine manière radicale, c'est-à-dire qui nous amène à la racine des choses. Ceci dit, ce travail a des limites. Je me préoccupe de ce genre de questions un peu en ce moment quand je fais un certain nombre de travaux concernant en particulier l'éducation populaire. Si la critique radicale nous permettait de nous mettre sur la voie de la vérité, ça se saurait. C'est-à-dire, ce qu'on est quand même en train de mesurer, c'est que c'est pas parce qu'on a une esprit très critique de la réalité et de prise de conscience de ce qui est, que pour autant, on se donne toutes les forces pour se mettre en mouvement. De la critique au passage à l'action, il y a un espace intermédiaire qui est difficile à combler. Donc, la critique est nécessaire, mais elle n'est sans doute pas suffisante. Le deuxième moyen, c'est le bulletin de vote. Alors, le bulletin de vote, on prend l'exemple évidemment de Syriza, qui donne évidemment un certain espoir. Ceci dit, ça c'est mon point de vue personnel, on peut aussi en débattre. Je pense que la démocratie représentative délégataire, y compris la meilleure, je pense que la démocratie représentative délégataire a fait son temps. Je le dis comme je le pense, et je pense même que ce n'est pas de la démocratie. C'est une forme, comme dirait Rousseau, d'aristocratie élective délégataire, et que ce système a fait son temps, et qu'en particulier en France, mais c'est sûrement vrai dans d'autres pays, la grande partie des citoyens ne s'y reconnaissent pas. Donc je pense que le bulletin de vote est un signe, mais n'est pas forcément toute la solution. Et la troisième, ça pourrait être la remobilisation ou la remise en mouvement des partis d'avant-garde. Alors là, je me pose la question, mais je sais que dans la salle, il y a des gens qui sont très expérimentés sur la notion des avant-gardes, etc., qu'on hérite évidemment du mouvement ouvrier, pour être très clair, qu'on hérite du marxisme-léninisme. Est-ce que je me pose la question, est-ce que les partis d'avant-garde ne sont pas déjà passés d'une certaine manière dans leur fonctionnement à la poubelle de l'histoire? Donc je me pose la question, mais je n'ai pas forcément la réponse. Je suis comme vous, je suis dans l'interrogation. Et puis le dernier point, je dois conclure, le dernier point, c'est qu'on aura besoin vraisemblablement, pour se mettre en mouvement, pour avancer sur autre chose, pour dépasser la situation dans laquelle on est, de se construire, pour parler comme Castoriadis, de se construire un nouvel imaginaire social permettant d'instituer ce que Castoriadis appelle lui-même une espèce de démocratie radicale. Une espèce de démocratie radicale. Ceci dit, Castoriadis nous dit rarement comment on peut se construire cette démocratie radicale et cet imaginaire collectif qui amène des gens à construire de nouveaux rapports sociaux et de nouveaux rapports politiques. Mais je fais l'hypothèse, et c'est là-dessus que je milite, et je termine là-dessus, que c'est peut-être dans le travail patient des mouvements sociaux, des associations, des acteurs de l'éducation populaire, que se construisent de nouvelles intelligences collectives, que se construisent un nouvel imaginaire, c'est-à-dire de nouvelles valeurs, de nouvelles perspectives, de nouvelles représentations qui peuvent peut-être, à la faveur d'un événement qui peut frapper les imaginaires, précisément nous amener à basculer sur la construction de quelque chose de nouveau. Voilà, merci de m'avoir écouté. Merci.
Merci, Christian. À la fin de chacune des interventions, vous aurez 10 minutes pour vous exprimer, essayez d'être suffisamment concis. Il reste des places en haut de la mezzanine. Oui, sur l'escalier. Il y a 4-5 places pour ceux qui sont sportifs. Il y a une place juste là devant. Donc à la fin de chacune des interventions, vous aurez 10 minutes pour poser des questions et demander des précisions. Étant entendu qu'à la fin des 3 interventions, nous aurons un débat collectif. Et à la fin de ce débat collectif, bien évidemment, de la musique avec Ève Boré. Qui posera la première question? Oui, bonjour. Attendez d'avoir le micro, ce sera plus facile. Bonjour, je suis également marxiste. Je suis marxiste comme l'orateur, je le suppose. Je suis de marxiste de tendance trotskiste lambertiste, militant du POI. Je ne suis pas d'accord avec la partie de l'exposé que tu as donné sur la crise du capitalisme. Le capitalisme n'est pas en crise. Il crée des crises, mais il n'est pas en crise. C'est son mode de fonctionnement permanent qu'il fait qu'il crée des crises. Mais si on dit qu'il est en crise en tant que capitalisme, on se met le doigt dans l'œil et on ne peut pas comprendre. Pardon de t'interrompre, mon ami et camarade, simplement parce que nous sommes nombreux, le temps de parole est limité à 1 minute par intervenant. Merci. J'en ai pris combien de temps? Pour l'instant, 2 minutes. Là, tu viens de m'en prendre quelques-unes. C'est décompté, c'est décompté. C'est décompté. Donc, par conséquent, actuellement, il est devenu complètement parasitaire. Tu as complètement fait l'impasse sur le texte de Lénine sur l'impérialisme, stade suprême du capitalisme. J'ai même pas entendu prononcer le mot. Donc, par conséquent, il faut... Je te remercie. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Je remercie Joshua pour m'avoir mis sur la piste. Donc, par conséquent, d'avoir fait l'impasse sur l'impérialisme qui détruit plus qu'il ne construit, qui fabrique plus de chômeurs qu'il n'embauche. J'ai une fille qui est responsable d'un petit pôle emploi dans la Drôme, et malheureusement, elle se rend compte que tous les jours, il y a plus de mise au chômage que d'embauche, et que c'est la loi générale, c'est qui fait qu'il y a 4 millions de chômeurs en France, 5 millions de pauvres, et que ça ne va pas aller en s'améliorant. Donc la réalité, c'est que le capitalisme fabrique la liquidation des richesses qu'il avait lui-même produites. Et tu ne l'introduis pas dans ta discussion. On a l'impression qu'il y a un capitalisme qui peut continuer à condition de se modifier, mais à ce moment-là, tu nous mets dans le piège. Le problème, c'est que on a bien vu avec l'affaire des banques qu'il est en train de s'emparer des richesses du monde entier. Il y a une poignée de capitalistes qui possèdent quasiment 80% des richesses de la planète, et que ce sont ces parasites qu'il faut éliminer de manière violente, parce qu'ils ne se laisseront pas faire tout seuls. Et je pense qu'actuellement, la contradiction en Grèce, c'est que le peuple s'est dressé pour dire voilà, nous voulons vivre, et qu'en face, il y a ceux qui défendent le capital, qui disent mais nous parlons de la Grèce, et eux ils parlent des Grecs. Voilà, j'ai terminé. Merci. D'autres interventions? Bonjour à tous. Merci pour... De Podemos à Madrid. Et donc... Ganemos. Pardon. Dans ce qui est en train de se mettre en place en Espagne, ce sont des rapprochements entre Ganemos et Podemos pour constituer des listes municipales. Mais tout cela, Ernesto va nous le raconter bien mieux que je vais pouvoir le faire. 20 minutes, et ensuite on parle à la salle pendant 10 minutes. Bon, bonsoir à tous, merci pour venir, pour écouter mon petite expérience politique à Madrid. D'abord, je dois dire une chose, je suis un assassin de la langue française. Donc, je suis désolé, mais j'espère que vous pouvez comprendre moi comment. Bien, comme vous voulez, comme vous savez, la crise est terrible, bien sûr. La crise transforme
la vie quotidienne, les corps, la mentalité, la subjectivité. Mais aujourd'hui, je n'ai pas parlé sur la crise. Je n'ai pas parlé sur la lutte sociale, la lutte politique, la articulation entre la lutte politique, sociale et de la subjectivité de beaucoup de citoyens qui ne participent pas directement dans l'intérieur des mouvements sociaux, des partis politiques, mais aujourd'hui, hier, depuis 2011, ils ont trouvé que prendre la rue, prendre la place, c'est la unique solution contre la crise. Donc j'essaierai de parler un peu sur les cycles de mobilisation en Espagne. Pour comprendre un peu pourquoi en Espagne aujourd'hui il y a des très importants mouvements sociaux et les nouveaux partis politiques de Podemos, les nouvelles expériences comme Ganemos pour des élections municipales, peut-être nous devons faire 5 questions, je pense. Je trouve que la première question, c'est la question des rapports sociaux et la question des mouvements sociaux. Pourquoi les mouvements sociaux à Madrid, on met d'accord, on prend la place et faire l'articulation sociale contre la politique d'austérité. La deuxième question, c'est la question de la subjectivité politique, de l'imagination politique. Il y a une phrase qui pour nous c'est très important de l'écrivain de l'Uruguay, Eduardo Galeano. Il dit que nous ne sommes pas ce que nous sommes. Nous sommes ce que nous sommes pour changer ce que nous sommes. C'est très important l'idée de changer. Bien sûr, ici, à Madrid, à Bonn, nous étions beaucoup de choses. De la gauche, de la droite, marxiste, féministe, anarchiste, beaucoup de choses. Tout c'est très important pour la lutte. Mais le problème, c'est qu'avec la crise, l'expérience quotidienne de la crise, de la vie, dans l'emploi, dans les expulsions de les bâtiments, les personnes qui frappaient contre la police pour les expulsions, en ce moment, en ce précis moment, ce n'est pas important si tu es marxiste, féministe, anarchiste ou trotskiste. C'est très important de frapper à la police et de couper la situation de la politique d'austérité. Donc, la seconde question pour moi, c'est la deuxième question, c'est la question de l'imagination politique de la subjectivité. La troisième question est comment nous pouvons articuler la politique des mouvements sociaux avec la politique des partis politiques. Spécialement les partis politiques de la gauche, bien sûr, parce que nous sommes de gauche. Mais nous sommes de gauche, ce n'est pas suffisant pour articuler à la majorité de personnes. Nous devons faire la question. La quatrième question, peut-être, il est la lutte institutionnelle. Comment nous pouvons faire la lutte institutionnelle? Et quel type de nouvelles institutions nous avons besoin? Quel type? C'est la réforme de l'institution, c'est la radicalisation de l'institution jusqu'à une démocratie directe. Quel type d'institution nous avons besoin en notre désert? Et la dernière question, c'est la question internationaliste. C'est possible, la libération, l'émancipation, la lutte en Espagne, sans la lutte en Grèce, sans la lutte en France. Bon, je trouve que les 5 questions, ils sont en relation une et deux autres. Peut-être il n'y a pas une seule solution, sinon nous devons penser ensemble toutes ces questions. Par exemple, sur la question des rapports sociaux, des mouvements sociaux. En Espagne, avant l'éruption de Podemos, Ganemos, de la solution, de l'espoir de la lutte institutionnelle, était la lutte des mouvements sociaux et les citoyens. Quand le 15 de mai de 2011, beaucoup de citoyens, spécialement la jeunesse, prennent la place de la Puerta del Sol sans bandière, sans drapeau, sans vision traditionnelle des partis et les syndicats de la gauche, et ils décident de, je ne sais pas, d'occuper la place, de rester là, pour dire, nous ne sommes pas marchandises dans la main des politiciens en banquiers, et rester là jusqu'à des élections. Et il décide de faire une expérience directe d'autogestion des citoyens, de gestion de l'espace public. Vous imaginez, pendant un mois, dans le centre de la ville, sont
je trouve que autour de 15 000 personnes, pendant tous les jours, ont décidé de faire des services publics pour les repas communautaires, pour la question de le média communautaire et local, à télé, radio, biblio. Beaucoup d'expériences ont choisi ce type d'expérience directement. D'accord, ta subjectivité change. Parce que c'est très important d'habiter ce type d'expérience avant de définir une autre type d'alternative. Comme beaucoup de mouvements sociaux dans les quartiers, les assemblées des quartiers, les marches pour la dignité, emploi, santé, les marées sectorielles pour la défense des secteurs publics, ce type d'expérience locale, sociale, ont été fondamentales pour articuler après la réponse institutionnelle. Je trouve que ce n'est pas possible, la réponse institutionnelle de la lutte électorale sans d'abord l'expérience de changement pour l'expérience directement de ce type de politiques sociaux, de politiques des mouvements sociaux. La deuxième question, la question de l'imagination politique. Le poète espagnol Sancho de la Croix dit que pour aller où tu ne connais pas, peut-être tu dois aller pour où tu ne connais pas. Ce n'est pas possible de définir exactement quelle est la direction, quelle est la vision, quel est le projet. Peut-être le projet toujours est en train de faire soi-même. Ce n'est pas possible. Et c'est l'expérience directe des autres en train de faire l'alternative où tu peux faire vraiment une alternative différente qu'avant. Ce type de subjectivité, toujours en train d'être différent que soi-même, c'est une expérience, je trouve que fondamentale pour abandonner, pour quitter pas notre identité, parce que tous, nous avons une très forte identité, c'est fondamental. Mais nous devons travailler ensemble avec différentes identités, et même des personnes, les citoyens qui avant n'ont pas participé en politique, mais qui aujourd'hui, elle est dans la place, dans la rue, contre la police, contre les gouvernements d'austérité. Donc c'est important, je pense, la question de la subjectivité. Comment nous pouvons construire un nouveau subjectivité politique, un nouveau relat de qui nous sommes politiquement dans la rue. La troisième question, c'est la question de l'articulation entre les mouvements sociaux et les partis politiques. Bon, en Espagne, je ne sais pas en France, mais en Espagne, la tradition dit que les mouvements sociaux, ils sont les utiles que les partis politiques ont utilisés pour travailler dans les quartiers. Mais après les mouvements de les indignés, les 15 mai, beaucoup de mouvements sociaux pensent que c'est juste le contraire. Les partis politiques doivent être les utiles que les mouvements sociaux nous aimons pour transformer la politique. Mais c'est difficile ce type de relation. La tradition, les appareils de partis politiques, ils sont très très fermés à ce type de vision et de situation. Mais pour nous, c'est très important. C'est la raison pour laquelle, maintenant, en différentes villes de l'Espagne, Madrid, Barcelone spécialement, nous avons préparé la candidature d'unité populaire, parce que c'est une candidature entre les partis politiques et les mouvements sociaux, mais pas pour la utilisation des mouvements sociaux. C'est les mouvements sociaux comme acteurs principaux de l'action politique. Et le quatrième, c'est la question de la lutte institutionnelle. Bon, podemos bien sûr transformer complètement la situation de la lutte institutionnelle. Et je trouve que dans la dimension locale, parce que c'est où je travaille, dans la dimension locale, pour moi, l'expérience des nouveaux types de candidatures de l'État populaire, peut-être c'est important de construire une alternative entre très types de lutte institutionnelle. D'abord, c'est la question de la réforme institutionnelle, les plans d'émergence sociaux. À Madrid, la situation du chômage, la situation de l'enfant, la situation des services publics
est très nécessaire de faire un plan, comme on se dit en Grèce, contre l'émergence sociale. Mais l'émergence sociale, travail, l'émergence sociale, ce n'est pas la unique vision. Nous, peut-être, je trouve que nous devons travailler aussi sur la question du transformisme institutionnel. Comme nous pouvons aller mettre la dimension de l'institutionnel, comme nous pouvons mettre ce type d'institution jusqu'à l'avenir, la possibilité de frapper les lois locales, les lois. Et la troisième, c'est la désobéissance institutionnelle. Comme le dit, nous pouvons institutionnellement désobéir à la loi régionale et les lois nationales. Faire des institutions locales, c'est que Boaventura de Sousa dit les institutions locales comme un nouveau mouvement social. L'institution peut-être être un nouveau type d'action politique pour la désobéissance. Parce que sans la désobéissance institutionnelle, sociale et la subjectivité, peut-être c'est très très difficile de finir contre la politique d'austérité. Et la dernière question, et je peux finir ici, c'est la question internationaliste. Pour nous, à Madrid, en Espagne, était très important Syriza. C'est très important parce que c'est l'expérience du monde qui dit c'est possible de frapper la politique d'austérité. L'expérience de la subjectivité politique, ce n'est pas possible de transformation. La transformation, c'est dans ton action, à ton action, en intersubjectivité avec de notre action, de notre possibilités. Comme beaucoup de personnes d'Espagne, pourquoi beaucoup de personnes d'Espagne sont allées à Athènes pour des élections? Ou par exemple, pourquoi dans mon quartier, à la Pièce, à Madrid, les jours de la sélection de Grèce, beaucoup de personnes comme ici, nous restons des élections, nous restons des résultats. Parce que c'est le mode comme du corps, la mentalité, peut habiter l'expérience de la transformation et de l'émancipation. Donc, pour finir, l'expérience que nous avons habité à Madrid, c'est qu'être en train de lutter, c'est la lutte. Il n'y a pas de projet précis, concret. C'est la question d'être en train de lutter, continuellement contre tous les types d'austérité. Bon, de moment, c'est bien ici. Merci. Bonjour. Est-ce que le mouvement que tu es en train de mettre en mouvement en Espagne permet de surmonter la crise institutionnelle, la monarchie, et par conséquent faire en sorte que les problèmes qui sont les mêmes pour les Basques, qui sont les mêmes pour les Espagnols, ceux qui sont à Barcelone, c'est-à-dire des problèmes de classe, d'emploi, est-ce que ce mouvement permet de surmonter le dispositif nationaliste interne à l'Espagne, qui est son drame historique, si on peut dire, par rapport à la France, qui a fait son unité républicaine? Est-ce que ça peut régler cela? Et d'autre part, je comprends que l'exemple ou ce qui se passe actuellement en Grèce intéresse vivement, parce que ici, en France, en Grèce et en Espagne, le lien commun qui est l'obstacle principal, c'est la position des partis socialistes qui sont tous du côté du patronat, tous du côté de la troïka, et qui par conséquent ne peuvent apporter aucune solution ni aucune issue, et en particulier en France, Hollande, avec Valls et avec Macron, qui sont actuellement désespérément au basque du patronat, et qui sont du côté de la troïka contre la Grèce et contre l'Espagne, même s'ils se font des sourires, mais ce sont des sourires empoisonnés. Par conséquent, le soutien qu'ici, en France, on peut avoir pour l'Espagne et pour la Grèce, du moins pour les travailleurs espagnols et les travailleurs grecs, c'est vraiment de faire l'unité contre ce gouvernement Hollande, de manière à ce que la loi Macron et sa ligne fondamentale
de rembourser la dette qui est prioritaire à l'éducation nationale. Regardez ce que ça donne dans les quartiers de Marseille, de la Castellane, voilà. Donc, c'est pas une question, c'est une appréciation. Sylvie? Oui, je crois que quand on dit... je crois que lorsqu'on dit on ne peut pas accepter de voir mourir ce qui le doit l'être pour pouvoir voir l'avenir, aujourd'hui c'est ce qui se passe partout. On parle d'institutions, mais combien il n'y a pas que l'accumulation de la richesse, il y a aussi l'accumulation des mandats qui est un frein complet au développement de toute évolution. Il faut regarder les choses comme elles sont. Aujourd'hui, combien d'entre nous, y compris à gauche, lorsqu'ils parlent, par exemple, de ce qui se passe dans l'Europe, qu'ils montrent que certains sont capables de faire mieux que nous. Heureusement que Syriza est là. Heureusement que Podemos est là. Parce que l'espoir renaît, celui qu'on a complètement oublié ou qu'on a cherché à nous faire oublier. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'endoctrinement des populations est très important et que les partis politiques qui portent cet endoctrinement et qui veulent nous le faire avaliser en nous montrant des lieux où l'expérience prouve que de telle manière on peut mieux évoluer que d'autres, où les gens ont une meilleure vie que la nôtre, etc. Regardez aujourd'hui, je vais reprendre mon dada, l'Allemagne, parce qu'on nous a tellement buriné avec cette Allemagne merveilleuse où les gens, pour la plupart, vont crever la faim. Je lisais encore qu'ils avaient plus de 1000 milliards de retard dans leurs infrastructures. Leurs ponts, ils ne peuvent plus s'en servir. Alors c'est ça qu'on nous propose. Et pourquoi les gens ne se rebellent pas? Pourquoi est-ce qu'ils acceptent ce qui se dit dans les médias? La question est là, et je crois qu'il faudrait quand même aujourd'hui garder espoir. Pour la première fois, j'aspire encore à imaginer qu'un monde meilleur peut arriver. Et ce monde meilleur... Comment? Merci. Pardon. Je sais que tu as plein de choses à nous dire. Pardon d'être un peu à cheval sur les prises de parole, mais c'est simplement parce que nous avons encore beaucoup de travail. Moi, c'est une même question que je vais poser à Ernest. Et comment tu expliques la différence d'attitude de la population grecque et espagnole par rapport à la France où personne ne bouge? Cher, c'est pas lui qui va répondre. C'est pas une toute l'histoire. Nous, on n'a pas eu le fascisme. Chez les Espagnols comme chez les Grecs, de formes venant libertaires, etc. Ce qui n'existe pas en France, ça n'existe plus. Et comment je pourrais dire? Tout à l'heure, monsieur le sociologue, il a dit qu'il y avait en France des ex-mutés, comme a pris l'exemple de Fralévictou, mais c'est ça que ceux qui se mettent en coopérative, c'est les gens qui ont été mis à la porte. Et tant qu'ils n'ont pas été mis à la porte, ils n'ont pas pris le pouvoir de leur entreprise. D'accord? Après, il y a des scores qui se montent de manière de solde, mais je veux dire, il n'y a pas dans les usines, par exemple, de grands mouvements de révolte pour prendre le pouvoir dans l'entreprise. Prenez les gens qui travaillent chez Amazon, c'est des esclaves les gens, et personne ne branche. Alors, comment tu peux expliquer ça? Merci. Une intervention au fond, s'il te plaît. Même là-haut, ils ont le droit de demander la parole. Ah oui, oui. Excusez-moi, je ne sais pas. Si vous souhaitez prendre la parole, je vous propose de venir sur le palier inférieur. Ce sera plus facile. Merci. Bonjour à tous. Je voudrais juste vous livrer une toute petite pensée très très courte d'Alain Badiou, qui est venu il n'y a pas longtemps à Marseille. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit mais vous gaspillez de l'énergie de façon incroyable.
le capital récupère toutes vos bonnes idées de toute façon. Il n'y a qu'une chose qui leur fait peur, c'est quand vous remettez en cause le droit de propriété, notamment la propriété industrielle. Et la seule lutte à mener, ça c'est la pensée de Badiou, hein, moi je suis un peu d'accord avec lui parce que j'aime pas gaspiller mon énergie. Et donc, tant que vous n'attaquez pas le droit de propriété, on n'attaque pas le capitalisme. Et ça me semble très intéressant. Je mets ça en débat. Une dernière intervention. Une intervention à la mezzanine. 2 fois, 3 fois. Ernesto, tu peux répondre. Bon, je n'ai pas beaucoup de répondre. Mais bon, oui. Pour une question, oui, sur les partis socialistes. Bon, en Espagne, les mouvements sociaux, après les mouvements del 15N, une question très importante dans la puerta del sol de la place, c'est que le Partido Popular et le Parti Socialiste, ils sont les mêmes choses. Pour l'économie, pour la politique, pour nous, pour beaucoup de personnes. Donc, toutes les situations après des mouvements sociaux, de Podemos, c'est la question de la relation, de l'articulation avec les propos du Parti Socialiste. Donc, je trouve que il sera très difficile pour les nouveaux partis politiques Podemos, qu'il devra, je pense, penser très bien quelle sera la relation avec les partis socialistes. Bien sûr, les partis socialistes en Espagne, pas avec, comme la presse, mais peut-être dans les prochaines des élections, on verra quel sera le résultat électoral du Parti socialiste. Mais je trouve qu'il sera en période de très forte crise sociale dans l'intérieur des partis, et peut-être, je ne sais pas, peut-être la finalisation dans beaucoup de régions. Bon, mais pour les mouvements sociaux, la question des partis socialistes, c'est la question des partis socialistes avec la droite. Et ils ont fait un coup d'État démocratique en 2010, quand ils ont transformé la Constitution pour assurer les payés de la dette avant de la santé, l'éducation. Il était vraiment un coup d'État démocratique. Donc pour beaucoup de personnes, ce type de coup d'État fait que la légitimation sociale des partis socialistes, maintenant en Espagne, c'est très faiblesse. Bon, sur la question de si les mouvements sociaux peuvent changer des institutions, c'est précisément pour ces questions que l'articulation des luttes entre les mouvements sociaux et les partis politiques, c'est fondamental. Mais ce n'est pas fondamental comme avant, parce que le problème, c'est qu'en Espagne, la crise économique devient une crise institutionnelle. C'est une crise de le relat, de le mythe, de la construction de l'État après la transition politique. Pourquoi? Parce que la transition politique était un accord entre élites, des élites franquistes et des élites de la gauche, de la position, qui, bien sûr, en ce moment, ils décident de faire un accord pour la démocratisation. C'est la démocratie avec l'institution économique des derniers franquistes. Donc, la question de la transformation de la monarchie, de la transformation de l'État, c'est une question très complexe que nous devons penser ensemble entre les mouvements sociaux et les partis politiques. Bien sûr, les partis politiques qui aiment la transformation des institutions. Pas les partis socialistes et difficilement les partis communistes aussi. Donc, je sais pas, le futur, l'avenir, il sera très complexe, très compliqué en Espagne. Mais dès longtemps que les mouvements sociaux ne peuvent changer seulement toutes les institutions, je pense que ce n'est pas possible pour les partis politiques de transformation totale sans la participation des mouvements sociaux. Donc, nous devons penser ensemble comme nous devons travailler entre les mouvements et les partis politiques. C'est la raison pour laquelle les candidatures d'unité populaire essayent de faire ce type
des nouveaux politiques. Parce que lesquels locales, c'est une très très bonne expérience. Je trouve que c'est plus facile que je sais pas, que l'administration régionale ou de l'État, mais tu peux faire une expérience concrète des nouveaux pouvoirs, des nouveaux pouvoirs, des nouvelles expériences d'institutions. Sur la question de la différence entre la société française et espagnole, bon, bien sûr, je ne sais pas, je ne connais pas bien la société française. Je trouve que chaque société donne sa propre solution. En Grèce, par exemple, la solution, ou la possibilité que s'il dise que c'est une coalition des partis de la gauche, et sans solution, c'est très intéressant. Peut-être Podemos, Ganemos, ce n'est pas exactement un parti de la gauche, c'est un parti citoyen où la question des gauches et droites, c'est important pour l'analyse, mais pas pour la stratégie politique. C'est différent, non? Mais bon, je ne sais pas, peut-être pour nous, il était très important d'abord de travailler dans la rue avec des mouvements sociaux et des citoyens. D'abord les citoyens et après les partis. Je ne sais pas en France, peut-être que ce n'est pas une très bonne solution, je ne sais pas. Et qui fait de nombreux séjours depuis longtemps. Yanis est à la fois écrivain et aussi poète, poète aussi, mais aussi réalisateur. Il a notamment réalisé un film que vous connaissez tous, qui est « Ne vivons plus comme les esclaves ». Et il est en train de terminer un deuxième film dont vous pouvez profiter de la bande-annonce sur Internet, qui est « Je lutte, donc je suis ». Ce film-là sera aussi gratuit sur Internet. C'est pour ça que nous avons mis en place une urne à l'entrée qui sert à participer au financement. Yanis ne veut pas que je le dise, mais tant pis pour lui. Au mois de décembre, on lui a volé son sac à dos dans lequel se tenait l'ordinateur qui sert au montage du film et sa caméra, ce qui a alourdi très largement le budget de réalisation de ce nouveau documentaire. Très généreux. Heureusement, les images avaient été sauvegardées et donc il y a juste la perte, mais si on peut dire juste, du matériel. Yanis intervient également sur un plan philosophique, à la fois auprès des mouvements de lutte, mais aussi dans les prisons, et puis dans la rue auprès des SDF. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, mais qui surtout vous a réservé une surprise. Il vous les donnera à la fin. Il est venu avec plein de cacahuètes. Yanis, merci à toi. Ouais, on sait ce que ça veut dire les cacahuètes, nous, entre nous. Et c'est vrai que les conditions dans lesquelles on nous a volé du matériel, ou on nous a mis du bâton dans les roues, nous a un peu étonnés. Voilà, après on ne va pas faire de la parano, on va éviter ça, d'autant plus qu'en Grèce aujourd'hui, on essaie d'éviter ça et d'avancer. Ensuite, non, c'était en France. C'était en France. Ouais. Non, mais par contre, en Grèce, on a été. Et qui fait de nombreux séjours depuis longtemps. Yanis est à la fois écrivain et aussi poète, poète aussi, mais aussi réalisateur. Il a notamment réalisé un film que vous connaissez tous, qui est « Ne vivons plus comme les esclaves ». Et il est en train de terminer un deuxième film dont vous pouvez profiter de la bande-annonce sur Internet, qui est « Je lutte, donc je suis ». Ce film-là sera aussi gratuit sur Internet. C'est pour ça que nous avons mis en place une urne à l'entrée qui sert à participer au financement. Yanis ne veut pas que je le dise, mais tant pis pour lui. Au mois de décembre, on lui a volé son sac à dos dans lequel se tenait l'ordinateur qui sert au montage du film et sa caméra, ce qui a alourdi très largement le budget de réalisation de ce nouveau documentaire. Très généreux. Heureusement, les images avaient été sauvegardées et donc il y a juste la perte, mais si on peut dire juste, du matériel.
Yanis intervient également sur un plan philosophique, à la fois auprès des mouvements de lutte, mais aussi dans les prisons, et puis dans la rue auprès des SDF. Bon, c'est quelqu'un qui a beaucoup de qualités, mais qui surtout vous a réservé une surprise. Il vous les donnera à la fin. Il est venu avec plein de cacahuètes. Yanis, merci à toi. Ouais, on sait ce que ça veut dire les cacahuètes, nous, entre nous. Et c'est vrai que les conditions dans lesquelles on nous a volé du matériel, ou on nous a mis du bâton dans les roues, nous a un peu étonnés. Voilà, après on ne va pas faire de la parano, on va éviter ça, d'autant plus qu'en Grèce aujourd'hui, on essaie d'éviter ça et d'avancer. Ensuite, non, c'était en France. C'était en France. Ouais. Non, mais par contre, en Grèce, on a été interpellé plusieurs fois, on nous a prêté notre ordinateur, on nous l'a rendu une demi-heure après, si vous voyez ce que je veux dire. Et en France, on nous l'a carrément pris, dans des conditions vraiment très particulières. Voilà, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Jean-Pierre a choisi de vous le raconter, et c'est vrai qu'on est un peu troublé par les bâtons dans les roues. Déjà, pour ne vivons plus comme des esclaves, il faut savoir qu'on nous a volé à plusieurs reprises notre matériel, et qu'on avait réussi, grâce aux sauvegardes qu'on donne aussi à des copains autour de nous, pour être vraiment sûr, on a réussi quand même à avancer et à surmonter les embûches les unes après les autres. Et ça a été vraiment déterminant. C'est justement la situation dans laquelle on se trouve en Grèce aujourd'hui, pays de mon père, dans lequel j'ai cet oncle et tante, et dans lequel j'ai vécu une partie de ma vie, et actuellement dans lequel il se passe des choses extrêmement profondes qui vont bien au-delà simplement d'une victoire électorale, qui va dans le bon sens, de moins de souffrance et de plus d'utopie, surtout sur la question de solidarité, même si la question du pouvoir va se poser tôt ou tard, qui nécessite d'être posée pour éviter que ce pouvoir qui corrompt ne soit trop conservé dans des mêmes mains sur une durée trop longue. C'est l'un des enjeux, bien sûr, de la situation actuelle, surtout dans un pays comme la Grèce, qui est aussi à l'origine d'une des réflexions majeures sur la démocratie. Donc, pour commencer, je voudrais vous dire que ce qui se passe en Grèce aujourd'hui n'est pas le produit seulement d'une stratégie politique de la part d'une organisation, par exemple, qui aurait fait des bons choix. Ce n'est pas non plus le produit uniquement d'une situation de difficulté sociale qui aurait permis l'avènement au pouvoir d'un parti politique plutôt qu'un autre, parce que si on doit faire des comparaisons, notamment pour comparer avec la France, ça aurait pu être Christiaki, Europe dorée, et c'est pas le cas. Christiaki fait 6% en Grèce, Syriza est passé de 4 à 36%, avec aujourd'hui plus de 75% d'opinion favorable. Pourquoi est-ce Syriza plutôt que Europe dorée, dans un pays où la souffrance est quand même relativement plus importante qu'en France, hein. Interpellé plusieurs fois, on nous a prêté notre ordinateur, on nous l'a rendu une demi-heure après, si vous voyez ce que je veux dire. Et en France, on nous l'a carrément pris, dans des conditions vraiment très particulières. Voilà, mais je ne vais pas revenir là-dessus. Jean-Pierre a choisi de vous le raconter, et c'est vrai qu'on est un peu troublé par les bâtons dans les roues. Déjà, pour ne vivons plus comme des esclaves, il faut savoir qu'on nous a volé à plusieurs reprises notre matériel, et qu'on avait réussi, grâce aux sauvegardes qu'on donne aussi à des copains autour de nous, pour être vraiment sûr, on a réussi quand même à avancer et à surmonter les embûches les unes après les autres. Et ça a été vraiment déterminant. C'est justement la situation dans laquelle on se trouve en Grèce aujourd'hui, pays de mon père, dans lequel j'ai cet oncle et tante, et dans lequel j'ai vécu une partie de ma vie, et actuellement dans lequel il se passe des choses extrêmement profondes qui vont bien au-delà simplement d'une victoire électorale, qui va dans le bon sens, de moins de souffrance et de plus d'utopie, surtout sur la question de la solidarité, même si la question du pouvoir va se poser tôt ou tard, qui nécessite d'être posée pour éviter que ce pouvoir qui corrompt ne soit trop conservé dans des mêmes mains sur une durée trop longue. C'est l'un des enjeux, bien sûr, de la situation actuelle, surtout dans un pays comme la Grèce, qui est aussi à l'origine d'une des réflexions majeures sur la démocratie. Donc, pour commencer, je voudrais vous dire que ce qui se passe en Grèce aujourd'hui n'est pas le produit seulement d'une stratégie politique de la part d'une organisation, par exemple, qui aurait fait des bons choix. Ce n'est pas non plus le produit uniquement d'une situation de difficulté sociale qui aurait permis l'avènement au pouvoir d'un parti politique plutôt qu'un autre, parce que si on doit faire des comparaisons, notamment pour comparer avec la France, ça aurait pu être Christiaki, Europe dorée, et c'est pas le cas. Christiaki fait 6% en Grèce, Syriza est passé de 4 à 36%, avec aujourd'hui plus de 75% d'opinion favorable. Pourquoi est-ce Syriza plutôt que Europe dorée,
dans un pays où la souffrance est quand même relativement plus importante qu'en France. Hein. Donc il faudra quand même se poser la question du pourquoi. Si ça vous intéresse, je vous proposerai une ou plusieurs hypothèses. Et enfin, ce qui se passe en Grèce aujourd'hui est aussi le produit d'un retour aux fondamentaux. Un retour aux fondamentaux au sens de la racine dont on parlait tout à l'heure, la radicalité, c'est-à-dire le courage de la radicalité, à la fois pour ce qui est de Syriza, mais à la fois pour ce qui est du mouvement social dans son ampleur, dans sa plus grande majorité, y compris en tenant compte de l'imaginaire social très radical, notamment porté par les mouvements révolutionnaires et libertaires en particulier. C'est-à-dire que ces mouvements-là, qui exigent beaucoup plus en matière d'égalité, beaucoup plus en matière de liberté aussi, beaucoup plus en matière de déconstruction du pouvoir, sont très influents aujourd'hui en Grèce, sinon directement, au moins indirectement, et vous le verrez par la suite. Y compris dans la construction chronologique des événements qui nous ont emmenés dans cette situation aujourd'hui, au bout de 7 ans de lutte, on va dire, pour résumer les luttes principales qui ont marqué ces dernières années. Donc, oui, souvenez-vous, à l'origine de ces mouvements ouvriers dans lesquels vous faites beaucoup référence, j'ai entendu citer au moins 9 ou 10 fois le nom de Marx, j'ai entendu aussi Rosa Luxembourg, j'ai entendu Gramsci, on aurait pu entendre Bakounine, Louise Michel et plein d'autres aussi, parce qu'à l'origine ils étaient là aussi, et la Première Internationale était commune. Il était basé notamment sur des idées simples, en particulier la mutualité. Hein, la mutualité, pour ne pas attendre du pouvoir, en l'occurrence de l'État à l'époque, qu'il règle le problème des inégalités profondes, le problème de la souffrance dans le chômage pour certains, dans la maladie, et donc la création de caisses de solidarité, la création des mouvements syndicaux, et pas mal d'initiatives de ce genre que je ne vais pas égrener ici, mais qui ont fait partie de l'émergence de ce qu'on a appelé la Première Internationale. Avant, des divergences qui n'étaient pas certes que de personnes, mais qui étaient aussi liées, évidemment, vous le savez toujours, à ces problèmes humains qui nous parasitent bien souvent, à des problèmes de différence de point de vue sur des sujets qui sont peut-être pas incontournables, mais quelquefois paraissent insurmontables, et surtout une banalisation du problème du pouvoir, qui quand même n'est pas l'un des moindres, et qui aujourd'hui en Grèce quand même se pose également, même si la priorité, vous l'avez bien compris, c'est l'urgence sociale et écologique, et viendra le temps de l'urgence politique. Je vous disais retour aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est quoi? En l'occurrence, en Grèce aujourd'hui, le mot gauche n'est pas un mot tabou. Même le mot, puisque ici on est quand même à côté de Marseille, dans une région où malheureusement on a vu les premiers grands scores du Front National en France il y a 30 ans, où le mot antifascisme n'est pas non plus un tabou. En Grèce, aujourd'hui, plus que jamais, ces deux mots sont portés par énormément de gens qui n'en ont pas honte, et bien au contraire, qui le revendiquent, ces mots. Y compris des gens qui sont pour la démocratie directe, mais qui ne s'opposent pas au mot gauche à partir du moment où il est bien défini et où il ne génère pas des malentendus. La confusion est, d'après nous, la principale cause de la catastrophe dans laquelle se trouvent les gens en France aujourd'hui, le mouvement social. Et cette confusion, elle a été l'un des premiers sujets de combat. Cette confusion qui, en particulier, s'exprime dans la recherche des boucs émissaires. Quand, pour nous, le problème est extrêmement simple, puisqu'on a parlé de crise tout à l'heure. Nos camarades espagnols sont très clairs sur la crise. Le grand slogan, ce n'est pas une crise, c'est une escroquerie. Même si c'est une crise de sens, évidemment, même si c'est des difficultés économiques et sociales. Hein. Mais par contre, il s'agit essentiellement d'un déplacement de la richesse qui, en Grèce, donc j'ai fait les comptes, les nouveaux comptes, donc depuis 3 ans, les 1000 personnes les plus riches en Grèce ont gagné 34% de revenus. Les autres ont perdu 40% de revenus minimum. Voilà, donc c'est un déplacement de la richesse. Même en France, hein, je crois 15% de profit en France pour les 1000 personnes les plus riches l'année dernière. Voilà.
Alors c'est la crise pour qui? Donc, le rapport de classe tel qu'il a été posé à l'époque des fondamentaux, ce rapport de classe aujourd'hui existe plus que jamais, à la différence près qu'il est maintenant mondialisé, globalisé, hein, et qu'il touche à l'existence même de la vie sur Terre, puisqu'il a une puissance technologique qui touche jusqu'aux conditions de vie environnementales, à l'existence même de cette Terre qui nous est nécessaire pour vivre, et également qui provoque une inhumanité telle, des catastrophes humanitaires telles à l'échelle du globe, que toutes les dictatures, toutes les tragédies politiques du XXe siècle n'ont pas causé autant de morts que cette forme nouvelle du capitalisme aujourd'hui, qui est le libéralisme, qui est le passage du capitalisme à la papa, hein, à un capitalisme de destruction du bien commun, dans le but de tout transformer en marchandise et en spectacle. La terre comme l'humain. Et c'est pour ça que l'une des différences majeures, là encore, qui permet de définir qui est vraiment de gauche et qui ne l'est pas, c'est peut-être aussi ce refus de la destruction du bien commun dans le cadre de la moulinette des privatisations. Car je suis désolé pour les camarades qui s'en sentent proches, qui s'en sentent encore proches s'il en reste encore, mais qui, sinon, le Parti Socialiste en France a privatisé de grande ampleur durant les 2 dernières décennies, plus que la droite. Les chiffres sont là, hein, à l'appui. Qui n'a pas fait la même chose en Espagne, c'est-à-dire le PSOE a privatisé plus que le PP. PASOK a privatisé plus que Nea Demokrati en Grèce. Pire encore, par rapport à cette destruction des biens communs, par rapport à cette trahison. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en l'occurrence? Ben, de la part du nouveau gouvernement, à la demande du mouvement social, sous la pression du mouvement social aussi, disons-le, hein, destruction immédiate et totale du TAIPED, qui est l'organisme de planification des privatisations. Point barre, terminé, on n'en parle plus. Donc à ceux qui disent Syriza, c'est le nouveau visage du capitalisme, ou c'est le nouveau PS, parce qu'il y a 2 anciens ministres, etc. Attendez. Qu'est-ce qui caractérise le PS durant les 30 dernières années dans les différents pays d'Europe qui sont concernés par cette discussion de près? Sinon, justement, ces processus de privatisation, ces processus de destruction des acquis sociaux, hein, et du bien commun, en l'occurrence notamment des services publics. Aujourd'hui, c'est l'inverse. La privatisation de l'électricité est arrêtée, de l'eau également, qui faisait grand débat, avec les entreprises françaises, en plus sur le coup, Suez et Veolia, qui sont les deux plus puissantes au monde. Également, l'arrêt de la privatisation du port du Pirée, par exemple. J'en ai beaucoup des exemples, je ne vais pas tout égrener, mais qui a été privatisé déjà en partie, hein, au profit de l'entreprise Costco et de la Chambre de commerce de Shanghai, mais dont la nouvelle étape de privatisation, qui devait permettre d'avoir la majorité à cette entreprise, ce conglomérat de structures, finalement, est interrompue. Et donc, cette remise en question, elle se manifeste aussi dans d'autres domaines. Par exemple, la privatisation des plages, hein, qui était en cours. Cette plage sur 11 à Paros, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez les uns ou les autres des îles grecques. Moi, je suis crétois d'origine, donc je peux vous dire que c'est assez impressionnant de voir que sur certaines îles aujourd'hui, après ces décisions, les gens n'attendent même pas la DDE aux endroits, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y avait déjà des endroits où il y avait des grillages. Ces grillages ont été immédiatement arrachés par les populations elles-mêmes qui n'ont pas besoin des autorités pour le faire. Y compris des enfants qui peuvent retourner jouer sur leur plage, comme au sud de Paros, par exemple, une des plages les plus connues, sur laquelle il y avait des balançoires, sur laquelle il y avait un terrain de foot public, et qui était désormais en voie de privatisation, eux aussi, et qui désormais donc reviennent dans le bien commun. Voilà l'un des enjeux majeurs dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Donc, désolé pour ceux qui défendent ni droite ni gauche. Je pense que quand même il y a des choses toutes simples, qui doivent nous ramener hors de la confusion
et nous rappeler quels sont les fondamentaux. Ce que nous avons connu ces dernières années n'a rien à voir avec la gauche. Et même appelé le Parti socialiste parti solférinien, ou en Grèce, le PASOK qui a été appelé par des surnoms, des noms d'oiseaux aussi, etc., par les mouvements sociaux, c'est encore trop gentil. Et dernièrement, le dernier choix qui a été fait, c'est de l'appeler le deuxième parti de droite. Tout simplement. Tout simplement. Donc ne pas laisser le mot gauche, ça a été, ne pas perdre, ne pas abandonner ce mot, ça a été un enjeu majeur. Mais pas pour autant considérer que c'était un cadeau fait au parlementarisme en démissionnant de cet objectif, de cette utopie qui est de rendre la démocratie plus réelle et à l'horizon vers l'utopie plus directe. Ça faisait partie du mouvement, des projets du mouvement ouvrier au XIXe siècle. C'était l'un des buts, tout en utilisant les leviers nécessaires à cela. Par exemple, tout à l'heure, il y a eu la critique qui a été faite du champ électoral. Moi, je voudrais juste vous dire, puisque je fréquente aussi les milieux libertaires, et que je le revendique haut et fort, et que j'y tiens beaucoup, et que j'apprends beaucoup aussi de ces mouvements dont l'imaginaire est très radical, et dont j'attends, comme de la part des mouvements de la gauche radicale, moins de sectarisme, moins de dogmatisme, plus d'ouverture, plus de dialogue, comme à l'origine justement de ces mouvements sociaux qui ont été très forts et qui ont profondément marqué le XIXe siècle et notre imaginaire politique. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'en Grèce aujourd'hui, lors des dernières élections, on a vu un nombre record, y compris d'anarchistes, aller voter. Record. Vous savez, en Grèce, l'abstention est quand même très importante. Elle était bien moindre lors des dernières élections, mais il y en avait encore. Y compris parce que le gouvernement s'était débrouillé pour avancer tellement ces élections que 100 000 jeunes n'ont pas pu aller voter. Donc c'est pour vous dire dans quelles conditions ça s'est passé, s'il y a des bâtons dans les roues qui ont essayé d'être placés. Mais néanmoins, énormément de gens qui n'avaient pas l'habitude ou plus l'habitude d'aller voter pour plein de raisons, soit par résignation, la chose la plus courante, soit par idéologie, par opinion, sont allés voter en considérant, et ça je vous le soumets à votre réflexion, en considérant que il ne faut pas confondre les outils et l'utopie. Le but, même pour ceux pour qui c'est la démocratie directe, doivent-ils s'empêcher pour autant de mettre un bulletin dans une urne quand ça se joue comme en Grèce en plus à pas grand-chose, hein, et même par extension si quelque chose est en train de se construire ailleurs dans des proportions très inégales, mais dans les conditions que vous savez en Grèce, avec la souffrance, avec le nombre de morts, hein, on parlait des expulsions nous tout à l'heure hein, par rapport à l'Espagne, parce que j'y vais régulièrement aussi, les expulsions, les enfants qui s'évanouissent dans les cours d'école, affamés, les gens qui ne peuvent plus se soigner, qui meurent de cancer alors qu'ils avaient auparavant guéri, mais après une rechute, qui ne peuvent plus accéder aux médicaments. C'est criminel tout ça. Donc on peut avoir une utopie la plus humaniste qui soit. Si on n'est pas capable de se salir les mains pour essayer de changer le cours des choses, pour essayer d'atténuer cette souffrance humaine, dans ce cas-là, c'est pas l'humanisme qui nous caractérise. C'est pas l'utopie qui nous caractérise. C'est qu'est-ce qu'on fait au présent. Ce qui nous caractérise, c'est l'action présente. Et donc, en l'occurrence, ce débat, il a été très profond. Et même si, dans le respect mutuel, des divergences ont existé, je dois vous dire que le mouvement social a réussi à convaincre énormément de gens qu'il fallait se mobiliser par rapport à cette cohérence entre utopisme et pragmatisme, sans opposer toute radicalité et modération. Des gens ont une vision plus modérée du chemin vers l'utopie, d'autres plus radicales, mais en attendant, les pas en avant, on les désire tous, alors faisons-les. Et en l'occurrence, parmi les illustrations de ce propos, il y a eu par exemple le fait que c'est pas parce qu'on est pour l'abolition de la propriété, pour reprendre Alain Badiou, que pour autant on n'a pas une serrure dans sa poche. Une clé dans sa poche. La serrure de la porte dans la poche, ça ferait beaucoup.
Mais qui sait, hein? Si c'est la borde d'une souris, ça peut se mettre dans une poche. Pareil pour l'argent. Hein, je sais ce que beaucoup d'entre vous pensent de l'argent, mais vous avez quand même peut-être quelques pièces dans la poche. Et, ou encore, puisque c'était un débat récemment entre nous, les réseaux sociaux. Hein, vous savez très bien que c'est un lieu de surveillance, c'est un lieu quelquefois d'uniformisation de la pensée aussi, hein, mais en même temps, il y en a beaucoup qui fréquentent ces réseaux sociaux, et de plus en plus, paraît-il, parce qu'ils essaient d'y mener une action politique aussi, hein, de contribuer à une contre-information. Et donc, si on considère quelquefois qu'il y a des outils qui ne vont pas exactement dans le sens immédiat de ce qu'on désire, mais qui peuvent permettre de nous y projeter, peuvent être employés comme outils, comme moyens, et bien dans ce cas-là, il n'y a pas de raison de se gêner à intervenir dans la démocratie représentative pour mieux s'orienter vers la démocratie directe. Voilà, la contradiction n'est pas forcément absolue, et aujourd'hui on s'est rendu compte de la profondeur de ce débat, ce qui ne nous empêche pas d'organiser des assemblées partout, de multiplier les initiatives dans le mouvement social en général, y compris Syriza lui-même, hein, cette confédération de partis, comme tu disais tout à l'heure, qui s'est unifiée en août 2013, et les autres partis de la gauche radicale, et bien sûr les mouvements plus révolutionnaires, hors champ électoral, libertaires, etc., se réunissent régulièrement en assemblée, et c'est plus ça pour nous qui nous semble utile à la réflexion sur la démocratie directe, c'est-à-dire appeler à se rassembler, à expérimenter la recherche du consensus, plutôt que forcément diaboliser la possibilité d'agir sur le cours des choses en mettant un bulletin dans une urne à un moment historique tel qu'on a pu le connaître en Grèce ces derniers jours. Donc voilà, juste pour, au cas où il y aurait des copains aussi dans la salle que j'appellerai pas dans ce cas-là camarades, mais compagnons, je voudrais quand même vous dire cela. Il est temps, peut-être, et c'est ça en tout cas notre leçon en Grèce aujourd'hui, de sortir du dogmatisme, du sectarisme, des idées reçues, de la confusion ambiante, du diviser pour mieux régner, de façon à pouvoir avancer ensemble vers l'utopie, chacun à sa façon, chacun avec ses outils. Et en l'occurrence, sur ce terrain aujourd'hui, on s'est retrouvé dans une situation où les masques sont tombés, où justement cette lutte contre la confusion s'est améliorée, s'est clarifiée grâce aux circonstances. Je veux dire par là qu'on a vu ces derniers jours la Banque Centrale Européenne essayer de fermer le robinet des liquidités en Grèce, se permettre une action violente et profondément politique. Et donc pour nous, dans la population en Grèce en tout cas, c'est flagrant, même je pense que beaucoup de Français s'en sont rendus compte, les masques sont tombés. Qui n'avait pas encore vu le visage qui se cachait sous ce masque, désormais peut comprendre à quel point les pouvoirs actuellement aux mains, qui maîtrisent, qui ont le contrôle de ces institutions financières et politiques, sont hyper autoritaires. Hyper autoritaires. Cette dictature des marchés, cette dictature d'une certaine vision de la politique à laquelle nous faisons face aujourd'hui, doit nous permettre de nous organiser, de nous mobiliser, en nous rappelant par exemple, nous en Grèce c'était quelques référents bien sûr historiques qui étaient non des moindres, y compris à la période du putsch colonel en 67 et 75, de 67 à 75, mais par exemple en France, ça peut être la référence au CNR, ça peut être la référence à la résistance, quelle que soit la façon dont les uns et les autres la conçoivent, mais dans laquelle des gens très différents avaient pris part pour lutter contre un système devenu toujours plus autoritaire, violent, antisocial et destructeur de la nature également. Le deuxième masque, alors là c'est le masque dans l'autre sens, le masque des malentendus, le masque de la paranoïa. Je veux dire par là que l'exercice du pouvoir de Syriza, depuis 15 jours, permet de dissiper une autre forme de malentendu. La paranoïa de la part de beaucoup de gens, sous prétexte de type d'exercice du pouvoir des socialistes en Europe depuis 20 ou 30 ans, plus de 30 ans, de dissiper le malentendu quant à la nature donc, de l'exercice du pouvoir de la part d'une gauche radicale qui serait honnête et qui respecterait son programme. Oui,
Aujourd'hui, nous le savons, c'est possible, puisque sans attendre les 100 jours, l'essentiel est déjà fait, est déjà en cours, est déjà là. Et ça, c'est un examen très important de conscience pour tous ceux qui avaient encore un doute par rapport à ça. Bien sûr, on n'attend pas de Syriza que ce parti mette en place une démocratie directe, immédiatement, sans une poussée profonde du mouvement social, sans que les gens essaient de prendre leur vie en main ici ou là, dans l'autogestion, dans la multiplication des initiatives qui se sont multipliées de toute façon depuis bien longtemps et qui ne vont pas cesser pour autant, puisque les menaces socio-économiques et financières sont très importantes, mais néanmoins, sur les sujets majeurs du programme de Syriza, l'essentiel est fait, et même plus quelquefois. Je vous ai parlé des privatisations, donc qui sont totalement stoppées. Je pourrais parler aussi du passage du droit du sang au droit du sol, avec les petits migrants qui désormais naissent grecs, et même d'autres choses encore. Ok. Je pourrais ajouter que maintenant, le gouvernement a les yeux braqués sur la Thrace, c'est-à-dire au plus loin de la Macédoine, il y a une région de Grèce où se trouve un mur qui a été construit par l'Union européenne avec la Turquie pour empêcher les migrants de rentrer. Un mur de la honte, d'après beaucoup de gens, y compris le gouvernement, et qui va donc devoir, lui aussi, connaître le même sort que certains grillages dont j'ai parlé tout à l'heure. S'il n'y a pas de séparation de l'Église de l'État pour l'instant, c'est la seule contrepartie à la présence d'un parti souverainiste au pouvoir à cause de la difficulté à faire des alliances dans la gauche radicale. La seule contrepartie, c'est de toute façon un marché de dupes, puisque cette séparation n'était vraiment pas possible vu les circonstances, c'est-à-dire vu l'enjeu actuel de ne pas se diviser, de ne pas se laisser diviser par les pouvoirs médiatiques et européens. Il était très important donc de retarder un tout petit peu ce processus tout en posant dès maintenant des jalons de ce qui se fera tôt ou tard. En l'occurrence, exactement 14 ans après la suppression de la mention de la religion sur la carte d'identité en Grèce, qui a déjà été un combat difficile durant 2 ans entre 1999 et 2001, cette fois, c'est le fait que le Premier ministre, c'est un régime parlementaire, donc c'est lui qui a le pouvoir principal, ne prête pas serment sur la Bible. Donc ça a été un acte fondateur, très important, sans précédent, de même que beaucoup d'autres ministres l'ont fait, au Parlement également, ou encore le fait que pour la première fois, le clergé va subir une imposition sur un certain nombre de son patrimoine. Donc vous voyez qu'on a un chemin, et de toute façon, rappelez-vous qu'en France, les lois laïques c'était 1880-1889, et qu'il a fallu attendre quand même 1905 pour couper le cordon ombilical. Donc laissez-nous aussi le temps, en Grèce, on est en chemin, et depuis 15 jours déjà, beaucoup de choses ont été faites. Voilà. Et enfin, le dernier point qui nous semble également très important, c'est le visage du pouvoir. Je vais faire court pour finir, parce que sinon Jean-Pierre va me taper sur les doigts, mais sachez que ce pouvoir a décidé de ne pas loger dans les logements de fonction qui sont prévus à cet effet, pour ne pas changer de statut, de conditions de vie, au sens de Marx y compris, c'est-à-dire ne pas raisonner avec un raisonnement de classe, non pas seulement par intérêt, mais aussi à cause d'une situation, d'un statut, d'un confort de vie qui conduit finalement à penser dans une forme de hiérarchisme, de bourgeoisie de la pensée, on va dire tout simplement. Et donc en l'occurrence, tenez-vous bien, le gouvernement a décidé de vendre tout le parc de limousines qui était au service des ministres. Voilà. J'en arrête là, je suis à votre disposition pour les questions. Sachez simplement que ce qui s'est passé entre le 6 décembre 2008, c'est-à-dire la mort d'un jeune anarchiste dans le quartier d'Exarchia, le cœur de la résistance à Athènes, et les premières émeutes en Grèce, qui ont causé plus de banques brûlées durant un seul mois dans un si petit pays que dans toute l'Europe, dans tout le XXe siècle, 300 banques brûlées, jusqu'il y a un mois exactement, même 2 mois maintenant, presque, les mobilisations très importantes pour son meilleur ami de l'époque, Nikos Komanos, qui s'était engagé dans la lutte révolutionnaire et qui était martyrisé en prison. 6 ans donc exactement après, en grève de la faim, puis de la soif, 6 ans exactement après la mort de son copain, de son compagnon
et ami Alexis Gregoropoulos. Donc vous voyez en 6 ans le chemin qui a été fait et qui est passé notamment par un imaginaire social radical et instituant très très important, c'est-à-dire une décolonisation de l'imaginaire, la capacité à percevoir à quel point tout est dans nos mains, beaucoup plus que nous l'imaginons, que nous pouvons agir, comme l'a dit le monsieur tout à l'heure qui est parti, quotidiennement en prenant nos responsabilités, mais que cela ne nous empêche pas de nous organiser chacun à notre façon, par affinité, rappelons-nous des fondamentaux, mais aussi en convergence de lutte pour arriver à prendre soin au grand matin. On n'a pas attendu, et c'est pour ça que rien n'est fini, tout commence. Je vous propose, si vous êtes d'accord, 5-6 interventions d'1 minute à destination de Yanis, et ensuite nous entamerons le débat général. Alors, dès que je passe le micro, j'ai demandé la parole. Mais après, je vais. Voilà. Moi, je voulais te poser une question. Bon, donc, effectivement, là, pour l'instant, l'expérience grecque, c'est un peu. Ça porte l'espoir, je suppose, des Espagnols, mais des peuples de toute l'Europe. On a bien compris que l'Union européenne, Bruxelles, les gouvernements, y compris l'autre, ils feraient tout pour vous empêcher de réussir. Hein, on a vu l'activité de la BCE. Alors, je ne voudrais pas sombrer dans la paranoïa, mais est-ce que, je suppose que vous avez envisagé, la question mal formulée, qu'est-ce que vous envisagez de faire pour résister? On a vu comment, par exemple, l'Union européenne, elle avait manipulé les mouvements qui avaient eu lieu sur la place de Maïdan en Ukraine, et comment il y avait y compris une manipulation par la CIA. Est-ce que vous ne craignez pas qu'il y ait une manipulation, par exemple, par le biais d'Aube Dorée, puisque je sais qu'ils ont infiltré la police, la justice, l'armée qui sont assez présents. Et donc, comment est-ce que vous pouvez vous préparer? Parce que ça aussi, pour nous, ça peut être une expérience qui, j'espère, pour vous sera positive. Oui, moi, je voulais simplement demander au sujet des impôts, si les armateurs allaient enfin payer des impôts. C'est la première question. Deuxième question, sur l'évasion des capitaux qui, paraît-il, est très grave ces derniers jours, depuis l'avènement au pouvoir de Syriza. Est-ce que le gouvernement actuel n'aurait pas pu, dès le premier jour, prendre une mesure pour éviter cette évasion des capitaux? Parce que ça, c'est un deuxième étranglement pour le gouvernement. Laquelle? Quelle mesure? Une mesure pour éviter l'évasion des capitaux. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas au gouvernement. Pardon, d'accord. Je voudrais dire aussi rapidement possible 2-3 choses sur la dette, puisque c'était un peu l'objet de cette réunion aussi. Hein. La première chose, c'est que je voudrais inviter à lire l'interview qu'a donnée Yanis à la Marseillaise le 8 février. Il répond à une question très précise. Il dit: il y a la tentation de dénonciation unilatérale de la dette. Ça serait une folie, la Grèce tiendrait 3 mois, et après on ne paierait plus les salaires des fonctionnaires, les retraites et les médicaments des hôpitaux. Je me bien souvenu, Yanis. Voilà. Donc ça, c'est l'analyse concrète d'une situation concrète. Il faut regarder, si on veut être solidaire du peuple grec aujourd'hui, il faut regarder la réalité en face. La réalité en face, c'est que ce week-end, les envoyés du gouvernement grec sont à Bruxelles pour discuter. La réalité concrète, c'est que lundi soir, il y a une réunion de l'Eurogroupe pour laquelle il y aura un compromis ou pas. Et que si on ne trouve pas de compromis d'ici le 28 février, on est dans un scénario catastrophe, et je prends la responsabilité de dire ici, c'est une toute petite responsabilité, que ça conduira à un échec qui ne sera pas seulement l'échec des Grecs, qui sera l'échec de tout le mouvement social européen. Donc moi, pourquoi je m'inquiète, et que c'est la deuxième réunion à laquelle je participe avec elle, c'est parce que je vois un scénario catastrophe, où le gouvernement grec va passer des compromis, et d'une partie de la gauche radicale va le dénoncer comme traître, et il risque d'être isolé, et les risques de manipulation seront ouverts, ou bien il ne passe pas le compromis, et il sera asphyxié. Il y a une ligne de crête entre les deux. Ça suppose... Ah, j'ai fini. Merci. On le reprend dans le débat général.
juste à côté, dans le parole, Sylvie. Je suis désolé d'être le cœur du poète, mais on a encore plein de choses à faire. Non, mais on parle 3 fois 5 minutes. Moi, je vais être bref pour une fois. Je ne partage pas le point de vue pessimiste et défaitiste qui vient d'être évoqué ici sur la droite. Ce n'est pas une droite politique. Je pense qu'on est dans un rapport de force actuellement, un bras de fer qui se développe entre les tenants de l'Union européenne, qui sont bien entendu ceux qui veulent le maintien de l'Europe et de tout ce qui permet à l'oligarchie financière, au capital financier comme on dit, de piller complètement l'Europe sous le contrôle des États-Unis, car nous sommes, c'est l'OTAN et tout. Par conséquent, dans ce rapport de force, on se trouve directement entre la trouille que la Troïka a de se trouver avec une Grèce qui lui file entre les mains alors qu'elle veut absolument qu'elle reste dans l'Union européenne pour ne pas faire péter la totalité. Mais c'est moi qui parle là, laissez-moi. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non mais j'ai l'habitude de... C'est comme la Padanie, c'est faire partir le sud de l'Italie, c'est pareil. S'il vous plaît. Donc je dis bien, on se trouve dans un rapport de force qui fait qu'ils ont la trouille en face. Il faut bien le dire, et rien n'est joué en ce moment. C'est ce que tu as dit, rien n'est joué. Et cela dépend, parce que c'est en train de créer un mouvement de solidarité tellement fantastique qui part d'en bas, qu'ils ont la trouille que cela se développe à l'échelle européenne, et par conséquent qu'il y ait une sorte de comment dirais-je, il faut, à l'intérieur du mouvement lui-même, moi je comprends le fait que tu aies une tendance anarchiste. Dans mon parti, il y a un courant anarcho-syndicaliste. Je ne souhaite pas je pense qu'il faut... Oui, je finirai en disant qu'il faut faire attention à l'angélisme. Merci. D'autres interventions? Ceux qui souhaitent diriger le débat viennent prendre ma place. Je vais laisser répondre Yanis et ensuite nous entamerons le débat général. Merci à vous tous. Oui, donc concernant les menaces, bon, je vais commencer par les armateurs, ce sera plus rapide. Les armateurs, c'est très simple. Ils vont être imposés, les choses sont très claires. Il va y avoir donc une réforme complète de l'imposition et de sa forme comme du fond. Cela étant dit, les armateurs en Grèce, c'est pas pire que Total en France, 10 milliards de bénéfices depuis 10 ans, 0 impôt. C'est pas pire que Madame Bettencourt en Grèce, on ne veut pas me croire. On ne veut pas me croire quand je dis que Madame Bettencourt, non seulement, comme beaucoup d'autres milliardaires français, ne paie pas d'impôt, mais en plus bénéficie de crédit d'impôt, d'avoir 65 millions d'euros de crédit d'impôt. Donc c'est quand même quelque chose assez unique au monde d'ailleurs. Et je pense que, voilà, je ne vais pas faire une remarque vulgaire, mais en tout cas, je pense que là-dessus, il y a quelque chose à faire en France aussi. Concernant, non, vous voyez, parce qu'on pouvait faire des jeux de mots là-dessus, mais bon, c'était pas je ne sais pas quelle est la moyenne d'âge de la salle, au fond, c'est des enfants. Concernant cette fois le scénario catastrophe et le premier que vous avez cité, c'est-à-dire le risque d'assassinat ou de putsch. Il est temps, les amis, camarades, compagnons, d'arrêter d'avoir peur. Qu'on réfléchisse, qu'on fasse très attention, qu'on soit dans une partie d'échec avec nos ennemis, puisque ce sont clairement des ennemis de classe. Ils n'ont pas de religion, ils n'ont pas de couleur de peau, ils n'ont pas de nationalité, ils n'ont rien qui les caractérise, sinon cette richesse colossale et cette manière d'agir ultra violente, ultra autoritaire et irrespectueuse de l'humain et de la nature. Donc, par conséquent, on est dans un rapport de force avec eux, on essaie de dépasser les différences de point de vue des uns ou des autres, ça serait bien qu'on le fasse aussi ici.
ici pour arriver à la fois à confronter nos points de vue, mais à le faire de façon constructive. Et en l'occurrence, par rapport à ce refus de la peur, on a fait le pari de la liberté plutôt que de la sécurité. Vous savez, vous connaissez la phrase, pour votre sécurité, c'est vraiment l'ambiance en France, surtout depuis le 7 janvier, j'ai remarqué, surtout depuis le 7 janvier, pour votre sécurité, vous aurez moins de liberté. Pour votre liberté d'expression, vous aurez moins de liberté d'expression. Et donc en Grèce aujourd'hui, pour votre liberté, ben, vous aurez moins de sécurité, et c'est pour ça que même Yanis Varoufakis, ministre des Finances, va directement à pied à son bureau, au milieu de la foule, sans garde du corps. Certains ministres prennent leur scooter au milieu d'une circulation qui est pire qu'à Marseille, hein, qui est plus dangereuse encore qu'à Marseille. C'est pas possible. Et ou encore dans l'ambiance actuelle, par exemple, sachez que le Parlement n'est plus gardé par ces milliers, ces centaines et ces milliers de camions de CRS qui étaient tout autour auparavant. Et ces grillages, ces grilles, ces portails gigantesques avec des barbelés qui étaient placés tout autour. Maintenant, il y a bien sûr une petite garde, des vraiment minuscules. À tout moment, on pourrait occuper le Parlement. Mais c'est vrai que même pour les anarchistes les plus radicaux, par exemple, la situation présente fait que, même dans une manifestation qui a eu récemment, en même temps que celle d'Octoré, un jour traditionnel dans les habitudes du parti néo-nazi, ces anarchistes en question, qui étaient nombreux et parmi les plus virulents, ne se sont pas permis de le faire parce que désormais il y a une légitimité. Désormais, le Parlement va dans le sens de ce qui lui est demandé. La question est de savoir si après, les uns ou les autres souhaitent pousser pour aller plus loin. Sitôt le pain retrouvé, sitôt le droit de se soigner retrouvé, sitôt les acquis sociaux reconquis et plus encore, les solidarités recréées, est-ce qu'on voudra aller plus loin sur le chemin de la liberté, sur le chemin de la remise en question, de la façon dont on délègue le pouvoir? Et ça sera un autre débat qui va se construire au fur et à mesure, qui est déjà en marche, hein, et qui est déjà en examen, à l'épreuve des assemblées très nombreuses, qui ont d'ailleurs fait écho, par exemple, au mouvement du M15, hein, d'Indigné, puisqu'il y a eu un mouvement des classes très important aussi en Grèce. Concernant la peur, pour finir, concernant cette histoire de dénonciation unilatérale de la dette, le but, moi je suis allé au QG de Syriza le soir des élections, hein, avant d'aller faire quand même un tour au Propylée, mais c'était surtout le QG de Syriza, voir un peu l'ambiance, discuter de la façon de raisonner, de faire face à l'histoire qui était en train de s'écrire. Et j'ai observé la chose suivante, c'est que le but, notamment, c'est bien sûr de proposer la balle au bond à toutes les autres populations européennes, et notamment bien sûr en France. Donc évidemment, les gens là-bas attendent quelque chose de vous, vous l'avez bien compris, mais aussi mettre le gouvernement grec face à les institutions européennes, les pouvoirs européens face à leurs responsabilités. Donc en quelque sorte, ne pas prendre les devants. Donc il y a non seulement le fait de pouvoir continuer à émettre des bons du trésor sur les marchés, même à des taux pas très intéressants, pour pouvoir continuer à payer les fonctionnaires, les petites retraites et les médicaments pour les hôpitaux, mais c'est aussi ne pas faire ce geste-là qui ensuite ferait que c'est nous qui porterions la responsabilité de la suite des circonstances. Par exemple, jusqu'à une sortie de l'euro, jusqu'à éventuellement d'autres initiatives qui pourraient être développées par la suite. Il y a plusieurs schémas, plusieurs hypothèses qui sont en place. Bon, ce n'est pas mon rôle de raconter tout ça ici et maintenant. J'ai eu la chance d'avoir un certain nombre d'informations, mais par contre, ce que je peux vous dire, et qui n'est pas officiel, mais qui est officieux, mais qui néanmoins peut se dire, c'est que les Grecs, qui sont connus pour savoir jouer la montre quand il faut et faire reporter au calendrier grec, hein, c'est pour ça qu'on les appelle comme ça. Et je pense que là, vous allez voir ce que ça s'appelle, ce que ça veut dire, des calendriers grecs. Quoi. La dette, ils vont pouvoir comprendre un petit peu ce que c'est. En l'occurrence, le but, c'est d'étaler au maximum celle-ci, de façon à pouvoir mener la politique désirée dans un premier temps. Montrer qu'une autre gauche est possible, qu'une vraie gauche est possible en l'occurrence, montrer qu'on peut peut-être aller encore plus loin, ouvrir des perspectives qui seront encore plus radicales par la suite, et générer une mise en domino en Europe, en profitant en premier lieu de ce mouvement formidable en Espagne, avec Podemos, Podemos, mais aussi des mouvements encore plus radicaux qui s'est quand même, j'ai remarqué, moi, je vais souvent en Andalousie de travailler ensemble, on parlait de Reres, où il y a des copains de la CNT qui bossent main dans la main avec des copains du SAT, et le SAT, c'est le syndicat marxiste autogestionnaire andalou, et qui est très radical aussi, qui est
créatif, et avec Podemos, le responsable de Podemos, Arirez, la ville la plus pauvre d'Espagne, c'est un camarade, un peu syndicaliste de formation, pour vous dire si on arrive à rassembler ce qui était pas, à travailler ensemble par-delà les différences, et c'est l'un des enjeux majeurs de cette période face à la violence face à laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, sociale, écologique et socio-politique. Il est temps plus que jamais de se serrer les coudes, et c'est ça la grande leçon, c'est de ne pas avoir peur, parce que c'est nous qui sommes dans le vrai, et parce que c'est nous qui sommes les plus nombreux. Je suis sûr si notre expérience c'est intéressant pour vous. Parce que chaque société doit chercher la solution. Bon, 4 idées qu'on vont demander sur la question de la jeunesse. Bon, je pense que je trouve que c'est une question centrale. Par exemple, dans l'intérieur des assemblées de quartier, des mouvements sociaux, il y avait une contradiction, une tension constamment entre la culture politique de la personne qui ont fait la lutte antifranquiste et la lutte pendant la transition politique, et la jeunesse qui a une autre culture politique. La question c'est que peut-être c'est mieux si la méthodologie politique d'organiser l'Assemblée, les mouvements, peut travailler ensemble. Par exemple, il y a une expérience, à mon avis intéressante, que c'est l'expérience de différents mouvements sociaux, mais surtout la plateforme de afectados por la hipoteca, les mouvements contre les expulsions. Et en ce moment, ces mouvements sociaux, il y a des personnes qui sont immigrants, qui n'ont participé pas beaucoup plus en politique avant. Il y a des militants traditionnels de la gauche, des syndicats. Il y a de la jeunesse qui trouve que ce type de lutte est très complet, très concret. Ce n'est pas abstrait, ce n'est pas parler sur la lutte des classes, sur la lutte de la gauche, de la droite, de l'anarchisme, du marxisme. C'est la lutte concrète, dur à dur, contre les expulsions, où les corps, la matérialité de la subjectivité est là. Donc, ce type d'action, de méthodologie, d'assemblée, où la méthodologie est très stricte sur l'effort de participer, de parler, ce type d'intervention, à mon avis, a permis qu'il y a des mélanges entre générations. Et aussi la générosité des personnes vieilles qui décident que peut-être c'est le moment pour la jeunesse. Donc, c'est l'assemblée, c'est mieux. I saw the weary farmer a-plowing sod and loam. I heard the auction hammer just a-knocking down his home. But the banks are made of marble, with a guard at every door, and the bolts are stuffed with silver that the farmer sweated for. I've seen my brothers working throughout this mighty land. I've prayed we'd get together and together make a stand. Then we might own those banks of marble, with a guard at every door, and we would share those vaults of silver that we have sweated for. Then we might own those banks of marble, with a guard at every door, and we would share those vaults of silver that we have sweated for.